Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vois que nous sommes 33 connectés sur le module de chat. N'hésitez pas à nous faire un petit bonjour, ça apportera un petit peu de convivialité à ce format. En tout cas, moi, je suis ravie de commencer cette semaine du retour des RH en si bonne compagnie et sur cette thématique qui a vraiment du sens en ce moment, qui est sur le travail hybride, comment éviter le grand bazar. Et on a essayé de rester poli. Donc, c'est une thématique sur laquelle nous sommes beaucoup sollicités au sein des ateliers durables. Faut dire qu'on n'est plus vraiment des oies blanches sur ce sujet. En 2 ans, il y a eu des bonds de géants, l'époque où toutes les organisations adoptaient plus ou moins à marche forcée le télétravail est révolu. Donc aujourd'hui, il reste tout un tas d'enseignements et d'adaptations qu'on va aborder ensemble. Et évidemment, l'idée, c'est que vous puissiez poser le maximum de questions pour qu'on puisse vraiment nourrir cette réflexion ensemble. Donc voilà, pour cette heure passée ensemble, je me suis entourée d'un casting de choc. Donc voilà, mesdames, je vais vous présenter puisqu'on a un casting essentiellement féminin aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis entourée de Camille Rabineau, qui est consultante en nouveaux modes de travail et qui travaille beaucoup avec nous sur ces sujets. Céline Julien, qui est responsable développement RH chez Orsud. Sandra Lefebvre, directrice générale adjointe chez Solimut. Jessica Armel, qui est responsable ressources humaines chez Bouygues. Et Fabienne Broucaret, journaliste et fondatrice de My Happy Job. Voilà, si vous avez le moindre souci technique, n'hésitez pas à nous en faire part sur le chat et j'essaierai d'y répondre au mieux. On va commencer la session avec toi, Camille Rabineau, et avec cette question qui nous anime, c'est on parle de plus en plus du nouveau normal, Camille. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, merci Marilène pour cette introduction et bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous en ce lundi ensoleillé pour parler de nouveau normal, de grand bazar, c'est le titre. Donc oui, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de cette expression pour dire à quel point ce mode hybride est rentré dans nos vies, la vie des organisations. Pour autant, je crois que le nouveau normal, il ne faut pas le surjouer parce que, et c'est tout le titre de ce webinaire, beaucoup de choses restent encore à réussir, à conquérir, à pérenniser et donc la normalité n'est pas complètement encore là. Mais ce qui est certain, c'est que le télétravail, il a fait son entrée de façon durable dans l'organisation des entreprises et pour certaines, il était jusque-là absent. Il y a des données toutes fraîches du baromètre Malakoff Humanis. Vous savez que c'est maintenant un baromètre qui fait référence sur ce sujet d'évolution du télétravail et qui publie depuis assez longtemps des données annuelles. Donc là, les chiffres de cette année, ils ont 10 jours. Et ce que ça nous dit, c'est que 38% aujourd'hui des salariés du privé pratiquent le télétravail fin 2021. Donc ça, c'est 8 points de plus qu'avant la crise. Et ce qui est intéressant, c'est que ça donne l'impression qu'il y a une sorte de plafond de verre qu'on va bientôt atteindre du télétravail, puisque aujourd'hui, c'est 74% des professions qui peuvent télétravailler qui le font aujourd'hui. Donc voilà, il y a un vrai accélérateur. Et puis ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a certaines entreprises, peut-être les... Ah, Camille, tu as été coupée dans ton élan. Ça fait pas aussi partie du nouveau normal, les petites baisses de connexion. J'en profite peut-être pour rebondir sur le sondage. J'ai envoyé un sondage justement pour faire connaissance avec vous et savoir qu'est-ce qui vous amène à intéresser par ce sujet aujourd'hui. Et on a une majorité de RH, sans surprise, qui sont avec nous aujourd'hui. Oui, Camille. Les joies du direct, je suis désolée. Tu as été déconnectée, du coup, je faisais un petit retour sur le sondage. Voilà, ça, pour te donner une idée, on est qu'à 50% de RH aujourd'hui, 15% de managers et 12% de collaborateurs. Donc voilà, sans surprise, on est une partie de RH préoccupée par ces sujets. Et on te laisse continuer, Camille. Bon, c'est adorable. Pour tout te dire, je pensais que tu serais passée à la prochaine intervenante. Mais juste pour conclure cette première prise de parole, moi, ce que je voulais dire, c'est que ce nouveau normal, ce que je constate, moi, sur le terrain, puisque mon métier, c'est d'accompagner des entreprises dans cette évolution-là, en lien, on y reviendra plus tard aussi, avec les nouveaux espaces de travail. Eh bien, ce qu'on constate, c'est que ce sont aussi aujourd'hui des managers qui demandent à leurs salariés de revenir, des salariés qui disent en avoir assez et ne plus souhaiter faire du télétravail, des entreprises qui vont dire par exemple que les réunions hybrides ne sont pas pour elles.
Donc, en fait, le nouveau normal, je dirais, c'est tout ce scope, toute cette diversité de conditions de travail qui s'est vraiment accrue dans les métiers du tertiaire avec la pandémie. Et donc, il y a vraiment le mode d'emploi de ce nouveau normal qui reste à trouver. Et d'ailleurs, et j'arrêterai là-dessus, dans ce baromètre dont je vous parlais il y a quelques minutes, il y a ce chiffre qui, moi, me marque, hein, et peut-être il est là le bazar, le grand bazar, c'est que les managers favorables au télétravail, eh bien, leur part a baissé de 5 points depuis avant la crise. Voilà, donc je crois que c'est bien parlant, tous les défis. Et donc, non, c'est pas encore totalement normal, hein, l'hybride. Merci Camille pour cette introduction. Tu parlais de terrain, on va faire un petit retour en arrière. On voyait que certaines entreprises étaient prêtes en fait au travail hybride et d'autres moins. On pense notamment aux organisations dont la majeure partie des fonctions ne sont pas télétravaillables, comme le bâtiment. Donc c'est pour ça, Jessica, si tu veux partager un petit peu ton expérience. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Effectivement, je suis dans un secteur d'activité autour de la technique du bâtiment, donc des fonctions assez terrain pour la plupart, pas que, mais quand même pour la plupart. Il est clair que comme beaucoup d'entreprises avant le Covid, le télétravail, c'était une notion assez lointaine, on va dire. Et puis le Covid est arrivé et puis on a dû s'y mettre rapidement. Donc le service informatique a été fortement sollicité, on va dire, mais il est clair qu'il y a une partie de la population qui ne peut pas télétravailler. Toute la population monteur, technicien, c'est des fonctions qui ne sont pas télétravaillables. Donc en effet, il y a une scission qui se crée quand même entre les fonctions administratives, on va dire support au sens large, et les fonctions terrain. Donc ça, c'est clair que il y a eu effectivement pendant la grosse période, on va dire, d'arrêt de l'entreprise, puisqu'il y a eu une période d'arrêt d'entreprise. Là, clairement, il y a eu une vraie différence entre ces deux parties de population-là. Pour autant, aujourd'hui, ça reste toujours le cas. Maintenant, l'activité a largement repris, donc il y a moins cette scission, mais le télétravail reste quand même une thématique d'actualité, on va dire. C'est sûr. Merci Jessica. Et justement, est-ce que l'enjeu, ça ne serait pas de rendre visible le télétravail? Il y a souvent cette problématique qui est soulevée du côté de nos clients. Alors, est-ce que c'est rendre visible ou est-ce que c'est changer le regard? Parce que c'est vrai qu'on avait une image avant la période de confinement d'un télétravail qui était un peu pas à la cool, mais enfin voilà, quand on disait on est en télétravail, ça paraissait pas marginal, mais vraiment très décalé. Donc il y a un travail profond qui aussi sur l'image qu'on en a, sur l'organisation que ça peut engendrer. Pas tout le monde est à l'aise. Il y a une transformation sur les outils digitaux à utiliser. Donc, est-ce que c'est pas un regard aussi sur une organisation à avoir plutôt que rendre visible? Ouais, c'est intéressant. Je crois que Fabienne, tu as un avis sur ce sujet. Oui, c'est très intéressant parce que la crise a vraiment, on est passé de l'idée de télétravail où on télétravaille et on travaille pas vraiment au surengagement quand on le voit dans toutes les enquêtes qu'il y a depuis 2 ans où on travaille plus, ne serait-ce que 45 minutes, 1 heure par jour, c'est pas anodin. On a beaucoup remplacé le temps de transport par du temps de travail. Donc, il y a plutôt un surengagement. Et ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est que la crise a permis de mettre en avant justement les mots du télétravail, que ce soit le surengagement, l'isolement. Pour certains, ça va être le manque de motivation. Et le new normal dont parlait Camille peut justement nous aider à résoudre tous ces problématiques, c'est-à-dire en alternant la vie de bureau et le télétravail, on est moins isolé, on arrive peut-être à mieux se motiver quand on voit des collègues au bureau et en même temps, on garde seulement les bénéfices du télétravail, c'est-à-dire une meilleure conciliation vie pro, vie perso, on peut faire ses tâches de fond quand on est chez soi tranquille et pas au milieu de l'open space. Donc, je dirais qu'on est vraiment dans une période où on a l'opportunité de tirer le meilleur des deux manières de travailler et c'est quand même chouette et on peut dire qu'on peut essayer justement de passer du grand bazar à quelque chose qui nous convient à tous et à toutes. Merci Fabienne. Oui, mais justement, le télétravail soulève aussi des inégalités en termes d'environnement social, familial. On voit qu'on n'a pas tous les mêmes espaces pour travailler quand on est chez soi. Est-ce que l'entreprise a un rôle pour pallier ces inégalités? Sandra, je sais qu'on en avait discuté justement pendant la préparation de cette conférence. Alors après, je sais pas si l'entreprise peut vraiment intervenir sur tous les niveaux. En tout cas, c'est vrai que, comme le disait Jessica, nous on a une vraie scission entre les postes support administratif et puis les fonctions plus commerciales. Si même nous on n'a pas eu un arrêt d'activité, on a vraiment pu identifier des métiers qui ne pouvaient pas télétravailler puisque en lien avec le public.
ils se doivent d'être en présentiel. Et c'est vrai qu'on a aussi pu observer, nous, par rapport à notre configuration, des inégalités par rapport à l'environnement, mais ne serait-ce que l'environnement numérique. Parce que quand on habite à Toulouse ou quand on habite dans un petit village au fin fond de l'Eure-et-Loir, on n'a peut-être pas forcément accès aux mêmes conditions de débit, de choses comme ça. Donc, l'entreprise, elle peut aider sur l'équipement, sur l'aménagement, sur l'environnement. Effectivement, le fait de se retrouver sur des conditions d'équilibre vie pro, vie perso, de limiter ces temps de trajet. Mais on arrive à un moment donné où nous, on ne peut plus intervenir, puisque là, après, ça relève de la sphère privée et des conditions dans lesquelles, en fait, chacun évolue et vit. C'est sûr, mais on l'a vu avec Jessica aussi, c'est une question qui vient souvent en entretien, en fait, sur les conditions de télétravail. Oui, alors clairement, c'est maintenant une des premières questions qui arrive assez rapidement, on va dire, en entretien. Je dirais c'est pas forcément lié à une génération, c'est vraiment plusieurs catégories d'âge. Hein. J'ai pas identifié que ce soit que la fameuse génération Y ou Z. Clairement, aujourd'hui, tout le monde recherche un équilibre de vie pro-perso. Donc, il est clair que derrière, en effet, je rejoins ce qui a été dit. Il faut quand même un cadre de travail derrière. Pareil, si on a des enfants, on peut pas travailler de la même façon, connexion Internet, cadre de vie, est-ce qu'on a un bureau dédié ou pas, du matériel adapté ou pas. Enfin voilà, tout ça, c'est quand même des choses on va dire, à légiférer. De toute façon, il y a des conventions de télétravail qui existent, donc il faut clairement, à ce moment-là, vraiment penser le cadre pour que ce soit le plus optimal possible pour les deux. Oui, c'est sûr. Céline, comment ça se vit côté hors sud, ces problématiques d'inégalité? C'est vrai que la préparation et l'accompagnement, c'est primordial parce que déjà, l'entreprise, si elle travaille aussi le sujet, alors là, ça arrivait, pour beaucoup, ça a été subi, le télétravail, mais c'est vrai d'avoir notamment, comme le disait Jessica, une charte, ce genre de choses, et avoir la partie matérielle, faire un accompagnement sur le périmètre qui est possible, ça facilite aussi beaucoup. Après, on est face à une problématique où chacun va vivre le télétravail différemment selon ses conditions personnelles aussi. Certains le vivent très mal et veulent par contre revenir sur site, etc. Donc je pense que oui, il faut rester à l'écoute, il faut accompagner au mieux et trouver des solutions, même si elles sont pas immédiates, parce que ça peut avoir un coût pour l'entreprise, parce que voilà. Mais pour ma part, je pense que l'accompagnement, forcément, on a une limite sur ce qu'on peut faire, mais la préparation et l'écoute, ça facilite énormément. Oui, c'est sûr. Camille, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur ce sujet. Sur ce sujet de l'accompagnement ? Oui. Oui, moi, je voudrais peut-être faire le lien quand même avec ce point que je soulevais tout à l'heure sur l'accompagnement des managers. Je pense que vraiment, pour moi, c'est peut-être là le point clé, puisqu'on voit que au niveau de la satisfaction, elle est unanime côté salarié, mais côté manager, il y a beaucoup plus de douleur, de souffrance entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est peut-être là qu'il faut vraiment mettre le paquet et aussi écouter leurs besoins. Parce que un risque, c'est qu'en fait, cette gestion en fait du télétravail dans leur équipe, cette animation d'équipe à distance devienne en fait une surcharge pour eux, une surcharge de travail comme une surcharge mentale, et les deux sont lourds. Voilà, donc je crois que c'est vraiment un point et c'est complètement les amener vers l'animation autrement de leur équipe. Et moi, je peux donner un petit éclairage concret. En ce moment, j'accompagne un de mes clients sur les managers sur l'animation d'équipe à distance, en vraiment les outillant pour mettre en place une culture de l'intelligence collective, pour à la fois qu'ils animent plus facilement leurs équipes, qui ne reposent plus sur juste le spontané, un peu ce qu'on capte au bureau, parce que ça, on l'a plus, on peut plus en tout cas 100% s'en remettre à ça, mais aussi les accompagner vers ça, c'est aussi justement leur faire prendre conscience qu'ils sont pas seuls, qu'ils ont des ressources dans leurs équipes et que c'est un fonctionnement à revoir pour qu'ils s'appuient eux aussi sur les ressources qu'ils ont dans leur équipe pour faire vivre cette vie d'équipe à distance. Voilà, c'est un exemple de ce qu'on peut faire pour justement répondre à ce besoin assez pressant des managers. Merci Camille. On a une première
plutôt réaction sur le chat de Dorothée qui nous dit certains veulent rester en télétravail, d'autres pas du tout, et d'autres un peu des deux. Donc, cela paraît être individuel. C'est vrai qu'il y a aussi le fait d'animer ce moment de transition qui est quand même très particulier. Merci Dorothée, et n'hésitez pas vraiment à réagir, c'est vraiment ce qui anime ce type de format. Il y a cette question qu'on a soulevée pendant la préparation de cette conférence aussi, c'est comment faire pour attirer les collaborateurs au bureau, parce qu'il y a ça aussi. Comment faire pour qu'ils reviennent, en fait? Je sais qu'on a beaucoup proposé cette année une conférence qui s'appelait Retour au bureau, et voilà, qui n'a pas toujours rencontré le succès escompté, qui était de temps en temps perçu comme un message RH aussi, alors que voilà, l'idée, c'était vraiment de pouvoir animer ce moment. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, je vais adresser cette question à Céline. Alors, je pense qu'il y a la même chose. Il y a des personnes qui auront besoin d'interaction sociale et qui vont qui vont être en demande de retourner sur site. Et d'autres personnes qui, à l'inverse, apprécient le cadre du télétravail et ont du mal à revenir. Donc, on constate quand même que pour la cohésion d'équipe, c'est important de se voir quand même. Il y a comme on disait tout à l'heure, il y a des choses qui ne passent pas en visio, il y a une limite. Donc, ce serait peut-être plus de faire des expériences de vie sur site où on ne vient pas juste pour reproduire un travail derrière son écran comme on pourrait le faire chez soi, mais vraiment favoriser le collectif, l'intelligence, développer de l'innovation. Alors après, pas tous les métiers le permettent, mais c'est d'apporter un nouveau regard et peut-être plus sur de l'échange entre équipes et entre collaborateurs plutôt que reproduire juste de l'opérationnel. C'est sûr. Et puis, on l'a vu aussi, ça a transformé aussi les attentes des collaborateurs vis-à-vis des espaces, tout simplement, des espaces de travail. On peut en parler un moment, si tu le veux, Camille, justement, ces attentes qui finalement ont augmenté. C'est mon cœur de métier. Oui, pour compléter peut-être ce que disait Céline, moi, ce que je trouve frappant, c'est contrairement à ce qu'on pourrait croire, avec le télétravail, les attentes envers le bureau, elles augmentent. C'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'on n'est pas là à se dire, finalement, je suis chez moi la moitié du temps, donc le bureau, voilà, c'est plus si important. En fait, il y a ce truc où soit les salariés, ils sont pas si à l'aise en télétravail, et c'est pas la majorité, mais du coup, ils ont une envie du bureau, et du coup, ils veulent un meilleur bureau. Soit au contraire, comme tu le disais, Marilène, ils se sentent un peu contraints de revenir partiellement au bureau, et donc, ils vont être en recherche d'avoir un vrai cadre de qualité. Et là encore, moi, je pense qu'il faut un peu sortir des discours et comme disait Céline, oui, il va y avoir une attente d'un espace qui soit finalement l'écrin à la vie sociale au bureau, à ces retrouvailles, à ces interactions qui nous manquent parfois quand on est à distance. Mais ce que je vois aussi, c'est au moins qu'il y a autant de recherche et d'attachement très fort au confort de travail, je parle au bureau, au poste de travail, à l'ergonomie. En fait, les salariés se sont rendus compte aussi que parfois, c'est ce qui manque quand on est chez soi. Et donc, ils ont maintenant leur antenne grande ouverte sur ces sujets d'acoustique, de confidentialité, de confort, et ils ne sont pas prêts à rogner sur ces besoins. Donc là, moi, je trouve que c'est le vrai challenge qui attend le bureau. C'est satisfaire toute cette palette de besoins, de rapports individuels au bureau aussi, parce que certains, on en parle beaucoup, le retour au bureau des introvertis, ceux justement qui sont plus dans une recherche d'un espace à eux, d'être bien abrités pour travailler dans de bonnes conditions. Et donc, c'est vraiment la modularité, la versatilité des espaces qui sera la clé, le tout dans quand même des mètres carrés parfois restreints, parce que ça n'échappe à personne qu'il y a quand même une logique à vouloir optimiser son immobilier quand le taux d'occupation moyen y baisse. Donc finalement, ça rejoint ce qu'on disait. Moi, je pense que le casse-tête, et c'est peut-être là le bazar aussi, pour rester en ligne avec le titre, c'est qu'en fait, on est rentré dans une individualisation des conditions de travail parce que toutes les relations à tout ça sont très, très personnelles et très différentes. Et ça, c'est un casse-tête pour une organisation qui est par définition un collectif. Oui, c'est sûr. Et puis, ça a mis à jour le sujet de la concentration aussi. Juliette a une réaction sur le chat. Il y a pour certains un besoin de calme. Après avoir télétravaillé pendant 2 ans, certains ne supportent plus le bruit et la distraction. C'est sûr.
Voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir, Fabienne, par exemple, sur ce sujet. Oui, mais tout l'intérêt, en effet, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a changé aussi depuis le début de la crise. On était dans les 6 premiers mois après le confinement de youpi, il y aura plus de bureaux, les entreprises, tout le monde en full remote. On est passé 2 ans après à comment on réaménage nos bureaux, on les garde, mais comment on permet d'avoir ces multiples usages, c'est-à-dire une salle où on se concentre, un espace où on passe des appels, plein de petites salles où on peut brainstormer à 2-3 et pas seulement la grande salle de réunion qu'il faut réserver une semaine avant, sinon on peut pas l'avoir. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est comment on anime ces lieux-là. C'est-à-dire que quand on vient au bureau, comme on le disait très bien juste avant, c'est pas juste pour me mettre devant mon ordi et reproduire ce que je fais chez moi, mais c'est pour rencontrer les gens. Quand je les rencontre, on a beaucoup parlé de la machine à café quand on était seul chez soi. Mais c'est comment on recrée ces espaces où on a le concept qui est intéressant de serendipité, c'est les rencontres un peu infortuites que je vais faire au travail qui vont me faire parler à d'autres personnes que je n'aurais pas forcément vues si le hasard n'avait pas fait leur rencontre dans le couloir ou dans l'ascenseur. Donc c'est aussi voilà, comment on anime, donc ça veut dire aussi peut-être des nouveaux services, des nouvelles choses aussi sur le lieu de travail qui vont faire qu'on a envie d'y aller parce que le terme a été utilisé, l'expérience va être différente de mon vécu toute seule chez moi en télétravail. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait l'idée, les jeunes, le télétravail, ils adorent ça, ben, c'est aussi pour eux le bureau, le moyen de se sociabiliser, de retrouver les collègues qui sont aussi des amis. Donc il y a aussi une forte aspiration des jeunes générations d'avoir ce bureau qui est maintenu et en effet la question c'est pourquoi je viens et à quoi il me sert. Donc je suis totalement raccord avec ce qui a été dit et c'est l'occasion aussi de repenser nos espaces, peut-être plus petits mais faits différemment de il y a 2 ans. C'est ça, ce qui va sûrement changer le visage de la ville en général en fait, parce qu'on voit de nombreux bureaux qui sont de plus en plus inoccupés. Il y a Soraya qui réagit aussi en disant le télétravail nous a amené à revoir les aménagements de nos locaux, créer plus d'espaces collaboratifs, dynamiser les échanges tout en préservant des espaces calmes et confidentiels. Donc on voit vraiment oui, c'est vraiment ça. Voilà, les espaces plus collaboratifs et beaucoup de collaborateurs expriment le besoin de partager justement. Est-ce que certaines ont envie de rebondir sur ce sujet encore? Après, peut-être sur l'aménagement ou suivant où l'on se trouve, ou le secteur d'activité, on ne sera pas sensibilisé de la même façon sur des grands espaces de travail où on va être plutôt après sur des espaces individuels. Nous, c'est vrai que la chance qu'on a eue sur le fait d'avoir de grands espaces de travail, c'est qu'on a pu recréer des espaces individuels qui en plein, avec tous nos allers-retours de confinement, etc., permettait quand même de garder le lien pour nos collaborateurs et de ne pas être complètement en télétravail pour ceux qui souhaitaient garder ce schéma télétravail et présence sur site, ce qui a permis quand même de maintenir un minimum de collectif. Parce que je rejoins complètement tout ce qui s'est dit jusqu'à présent. La grosse difficulté aujourd'hui, l'enjeu majeur, ça va être de recréer finalement ce lien qu'on avait avant, quand on était tous sur site. Tout à fait. Stéphane nous pose cette question un peu très en hauteur aussi. Y a-t-il un enjeu autour de l'engagement, de la mobilisation des collaborateurs? Et si oui, c'est une question avec une réponse un peu. Comment y répond-on? Je sais pas. En tout cas, à mon niveau, je n'ai pas forcément toutes les réponses parce que c'est vraiment une question qui me tient à cœur depuis quelques temps. C'est comment on se retrouve, comment on se remobilise. Parce que il y a eu le Covid, on sait aussi ce qui se passe actuellement et comment on arrive quand même à garder cette envie de continuer ensemble et d'avancer ensemble. C'est une question compliquée, hein, surtout. Une question très compliquée. Dans les cas d'incertitude comme ça, ce qui revient quand même beaucoup en ce moment, c'est vraiment donner du sens. Je pense que tout le monde a besoin de retrouver ce sens, de travailler sur les valeurs, la culture d'entreprise. C'est ça qui fait raccrocher, entre guillemets, les collaborateurs au wagon. Il est clair que le Covid, avec chacun qui était un peu à la maison, un peu off, ça n'a pas aidé. Et puis, comme dit, les managers n'étaient pas forcément prêts à ça, parce que manager tout court, c'est déjà pas facile. Mais en télétravail, c'est encore plus, puisqu'il faut vraiment raccrocher les gens au wagon. Et là, je dirais, les gens sont vraiment en quête de sens, travailler sur la culture d'entreprise, les valeurs, et vraiment que tout le monde pousse dans un objectif commun. Je pense que c'est là-dessus où il y a vraiment un levier intéressant.
C'est ça, il y a une réflexion sur les valeurs, et parfois il y a aussi une réflexion sur le sens des tâches, que chaque tâche prenne un réel sens, parce que c'est vrai qu'avec ce clivage télétravail, retour au bureau, on demande de plus en plus de sens vraiment dans les tâches les plus opérationnelles. Peut-être pour rebondir, pour avoir un discours un peu, j'aime bien moi parfois se varier les sons de cloche, mais je crois, la question de Stéphane, elle nous amène au phénomène de la grande démission, dont on entend beaucoup parler, qui vient des États-Unis et qui maintenant commence à arriver. Et voilà, en fait, ce qui se passe, c'est que le télétravail a élargi un peu le champ des possibles des salariés. Ce qui leur paraissait impossible avant en termes de réalisation de projets de vie sont désormais possibles. Et du coup, je pense que d'une part, je parle là du point de vue des entreprises, il y a bien sûr ce que dit Jessica sur la recherche de sens, aligner le plus possible les intérêts de l'organisation sur la recherche de sens des salariés, mais je crois aussi que c'est une leçon pour que les entreprises soient plus résilientes et accepter que peut-être aujourd'hui ou demain, le turnover, il va être de plus en plus rapide, le marché du travail sera plus fluide. C'était déjà un peu un mouvement de fond, les carrières d'avant, on mettait un pied à 20 ans et on sortait à la retraite, ça n'avait pas plus trop cours. Et donc, je crois que c'est vraiment peut-être aussi les deux axes, c'est-à-dire accepter que aussi aujourd'hui, le marché du travail, il va être beaucoup plus fluide parce qu'on n'aura même plus, entre guillemets, alors, pas pour tous les profils, bien sûr, et pas partout, mais on aura moins cette contrainte géographique. Et donc, l'entreprise doit être aussi résiliente face à cela et se doter des bons outils et des bons process en interne pour pouvoir, comme on dit, onboarder, faire monter à bord, faire partir et que ça soit finalement indolore pour le collectif. Oui, c'est ce qu'on disait souvent, en fait, c'est que la crise a été un révélateur, en fait, des mutations du travail contemporain, mais elle a été un révélateur assez efficace. Et d'ailleurs, on l'a vu, elle a été aussi pour de nombreuses entreprises l'occasion d'accélérer la transformation digitale. On s'est tous retrouvés devant nos ordinateurs, devant nos outils. Qu'est-ce qui peut rester comme accro? Parce que finalement, cette transformation digitale, là, ça fait 2 ans qu'on est... qu'on a pris la mesure de la crise. Qu'est-ce qui peut rester comme accro? Voilà. Ce qui est encore compliqué, je pense, aujourd'hui, par exemple, c'est les réunions en mode hybride, c'est-à-dire quand une partie ou la majorité des gens sont au bureau et que certaines se retrouvent à distance, c'est très compliqué de suivre. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais une réunion à distance, quand vous avez la majorité des personnes qui sont dans le même bureau, on peut vous oublier, vous entendez mal, on vous demande de réagir, vous n'avez pas capté exactement ce qui se passait. Enfin, ça peut être très perturbant. Et c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment repenser ces réunions hybrides pour ne pas oublier ceux qui sont à distance et voir qu'est-ce qu'on fait comme réunion 100% virtuelle, qu'est-ce qui est faisable comme réunion à moitié présentielle, moitié à distance, parce que ça peut perturber et les outils qu'on utilise actuellement ne sont pas forcément les plus adaptés, où il y a en tout cas des bonnes pratiques au quotidien, quelqu'un qui s'occupe des gens à distance, qui vérifie s'ils entendent bien, comment on fait tourner la parole, en tout cas on veille aussi sur ceux qui ne sont pas là, et je pense que c'est un point qui est encore un peu compliqué. Oui, c'est sûr. Et puis, au final, le digital ne remplace pas les échanges informels. On en avait parlé justement avec Alexandra. Oui, tout à fait, parce que alors nous, on reste sur on est une petite PME, on reste très petite taille, et c'est vrai qu'il se passe plein de choses en termes d'échanges autour du café le matin. Et même si on peut se faire des visiocafés, ça remplacera pas le vrai contact. Et c'est vrai qu'à terme, c'est le terme d'individualisme a été dit précédemment, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on arrive sur des cultures d'entreprise qu'on voulait collectives, où on se voulait solidaires, et finalement on se retrouve à être un peu chacun pour soi. Et avec la difficulté aussi des managers de remettre tout le monde raccrocher tout le monde au wagon, de remobiliser tout le monde. Et ce manque d'échange peut créer de grosses difficultés, moi je trouve. Oui, c'est sûr. Juliette nous dit les outils numériques peuvent être extrêmement lourds aussi au quotidien. Ils ne sont pas forcément à notre service, pas tant dans leur technicité, mais aussi dans leurs usages. Beaucoup d'informations, beaucoup de sollicitations et aussi beaucoup de malentendus. Maintenant, on a des malentendus numériques où on fait porter parfois sur les outils numériques certains malentendus. En tout cas, il y a toute une culture à recréer avec cette hybridation des outils.
Ouais, puis ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est que c'est pas forcément les outils qui sont en cause, mais c'est les usages. Et c'est pareil, Soraya qui nous parle de déconnexion. C'est peut-être revenir aux fondamentaux, de se dire voilà quel canal j'utilise pour quel message. Est-ce qu'on est obligé de faire des zooms et des teams en permanence, ou est-ce qu'on peut pas s'appeler parfois? Est-ce qu'au lieu d'envoyer 15 mails, je peux pas en faire un seul voilà dans la journée qui récapitule tout? Je pense que c'est plutôt les usages au quotidien qui en effet peuvent être très pesants. Quand on parle aussi de charge mentale, de choses qui s'accumulent, le digital peut être peut nous aider, mais peut aussi nous peser. Oui, n'hésitez pas à partager vos expériences sur le chat si vous voulez profiter notamment de l'expertise de Camille sur ces sujets. On anime pas mal d'ateliers justement sur la digital fatigue, sur ce sujet de la déconnexion, qui est un sujet vraiment majeur ces derniers temps. On est vraiment beaucoup sollicité sur ces thématiques. On propose des interventions sur la gestion des mails aussi, comment acquérir cette politesse digitale, cette hygiène numérique, voilà comment voilà retransformer ces usages. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots, Camille, sans nous dévoiler tout l'atelier? Ouais, là, j'avoue que tu me cueilles un peu là-dessus. Mais oui, non, mais je crois que la déconnexion, je sais pas qui, c'était Soraya, hein, je crois, Oui, qui le mettait dans le chat. Moi, ce que je constate aussi, je crois, enfin, d'ailleurs, quelqu'un d'autre le mettait, c'est quand même ouais, enfin, je sais pas si c'est une question d'hygiène ou de. C'est qu'en fait, il y en a trop dans tous les sens. En fait. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille avec des populations qui sont plutôt au téléphone, qui ont un métier qui repose sur le téléphone et qui, tout d'un coup, se retrouvent en plus inondés de Teams, et donc, en fait, il y a un trop-plein, en fait, de communication dans tous les sens et avec derrière du stress, de la charge mentale. Donc, en fait, je pense que les outils en eux-mêmes, comme toujours, ils apportent énormément de possibilités et ils peuvent aussi être de vrais alliés. Moi, je pense qu'il faut quand même le dire. Hein, les outils numériques, ils ont été quand même les alliés de cette période et on a progressé. Enfin, voilà. Comme jamais en animation à distance, en collaboration à distance. Donc, ça peut être des vrais alliés, mais il y a un travail de rationalisation à faire pour que ça ne devienne pas voilà, de la charge mentale, du stress, de la sursollicitation permanente, une obligation aussi. Il y a ce sentiment de devoir toujours être connecté. Donc ça, je crois que c'est sur tout ça aussi. Moi, je me souviens quelque chose qui m'avait un peu choquée à une époque. J'avais un client qui m'avait parlé de devoir de déconnexion. C'est-à-dire que aussi, c'est aux salariés de un peu se discipliner. Et moi, je pense que c'est quand même très, très compliqué. Et il faut que ça vienne d'en haut, que ça vienne des dirigeants, des managers, de dire c'est OK, on envoie un message, mais c'est OK de ne pas répondre tout de suite, c'est OK de prendre des plages pour faire un travail hors connexion quelque part. Et donc aussi travailler en équipe au plus près de l'opérationnel sur c'est quoi la notion d'urgence, comment on gère l'urgence. Enfin, c'est aussi ça qu'il y a derrière. Voilà. Pour faire des outils des alliés et non pas des irritants. Des irritants. On en revient sur cette question des inégalités avec Sébastien qui nous pose cette question. Comment gérer les inégalités de traitement qui peuvent être perçues par certains salariés en production, par exemple, qui ne peuvent pas télétravailler? Je ne sais pas si les unes et les autres, vous avez ce type de problématique en interne. Alors, des inégalités de traitement, c'est un double sens, mais oui, il y a bien sûr ce ressenti entre ce qu'on évoquait tout à l'heure, des professions qui sont faciles, où on peut passer très rapidement en mode télétravail et d'autres pour lesquelles c'est plus compliqué. Après, nous, on a beaucoup échangé sur ces sujets-là et il y a aussi le fait de rappeler le pourquoi on a été engagé et quel est notre métier. C'est-à-dire que quand on est en accueil d'adhérents, c'est évident que c'est pour être face à l'adhérent physiquement, c'est pas pour être en télétravail. Même si en cherchant et en s'organisant, suivant la taille aussi de l'agence, on pourrait imaginer que demain un conseiller puisse aussi télétravailler occasionnellement. Mais c'est compliqué sur des agences unipersonnelles où on a un seul conseiller qui est là avec des horaires d'ouverture. Du coup, pour nous, notre secteur d'activité, finalement, ça serait ne pas rendre le service que l'on prévoit, que l'on promet à notre adhérent, d'ouvrir ce télétravail massivement.
Alors, Patricia Garel de la SNCF Réseau, qui est sur le chat, à qui j'adresse un salut d'ailleurs, nous répond: les salariés en production savent très bien que leur job ne peut être en télétravail. Ce n'est pas trop un sujet chez nous là-dessus. Oui, je pense que l'idée de perception est intéressante. En effet, c'est est-ce que les autres salariés le vivent comme un cadeau qu'on fait aux autres, ce qui n'en est pas. Hein. C'est une manière de travailler parmi d'autres. C'est pas un cadeau qu'on fait aux personnes qui télétravaillent. C'est pas des congés ou donc du coup le terme de perception pour moi est intéressant. Et ensuite, je pense que moi, enfin ce que j'ai pu voir dans pas mal d'entreprises, même industrielles, c'est d'essayer de rendre certaines tâches télétravaillables. Alors pas de manière régulière, pas toutes les semaines, mais par exemple, ça va être certains ouvriers qui vont pouvoir se former à distance. Pareil, du coup, en magasin, des personnes qui vont du coup faire des formations en e-learning chez elles au lieu de les faire au siège ou en plein magasin. Donc du coup, je pense qu'il y a pareil les commerciaux qui vont faire leurs notes chez eux et puis forcément au bureau. Donc on peut rendre certaines tâches télétravaillables de manière occasionnelle et ça peut déjà être un pas en avant. Exactement. Mais le cœur de métier n'est pas télétravaillable. Oui, ce à quoi Charlotte répondit sur le chat, réfléchir à des tâches télétravaillables plutôt qu'à des métiers télétravaillables. C'est un bon axe. Mais il y a pas mal d'initiatives qui vont dans ce sens, comme dit Fabienne, même des organisations qui emploient des gens vraiment de terrain, des métiers terrain. C'est aussi justement un signal, un geste qu'on envoie de dire on essaye de mettre tout le monde le plus possible sur un même pied d'égalité. Puis c'est une question d'organisation aussi. Si l'organisation le permet ou pas. Enfin, nous, on a eu le cas avec de l'accueil clientèle où on se retrouve face aux clients, donc on se doit d'être présent. Mais on a essayé de développer, alors que les équipes avant n'étaient pas du tout portées sur le télétravail, on a quand même essayé de proposer un aménagement pour avoir une organisation en roulement qui permette de dégager 1 à 2 jours en télétravail. Et en expliquant, après c'est certain, si les missions ne le permettent pas, c'est plus compliqué, mais la personne le comprendra. Si on est vraiment sur des métiers manuels, etc., c'est plus compliqué. Mais il y a toujours une possibilité, comme le disait Fabienne, de la formation. Où, voilà, ça se réfléchit. Il y a de l'innovation aussi qui peut porter sur ça. C'est un mode de transformation sur l'organisation qui peut être intéressant aussi à développer. Il y a Patricia qui adresse aussi cette question, alors plutôt à Sandra, Jessica et Céline. Comment vous attelez-vous au changement de culture lié au droit à la déconnexion de vos entreprises? Y a-t-il une charte? Alors, nous, pour la déconnexion, non, on n'a pas fait de charte. On constate que les personnes qui se déconnectaient après la journée de travail sur site ne se reconnectaient pas le soir, alors qu'en télétravail, ont tendance à ne plus avoir cette barrière, à matérialiser, à acter la coupure. Donc, on a fait des campagnes de sensibilisation, de communication, parce que c'est important. C'était notre devoir, on en parlait tout à l'heure. C'était notre devoir aussi de les sensibiliser sur une déconnexion qui est importante. Donc, on a fait avec des campagnes de communication qui ont été assez bien intégré. C'est vrai que la déconnexion avant, on en parlait beaucoup pour les métiers commerciaux, des personnes qui devaient tout le temps être joignables. Donc c'est là aussi un accompagnement qu'on doit faire et donc non, on n'a pas pour le moment on n'a pas mis de charte. Il y a beaucoup d'entreprises qui en arrivent à ça. Il y a des paramétrages outils qui peuvent être possibles aussi lorsque vous avez des outils comme Slack par exemple. En tant qu'admin, vous pouvez paramétrer les notifications, les horaires de notification. Donc, il y a des outils qui permettent aussi de cadrer aussi ça pour pas engendrer une sursollicitation pour d'autres collègues. Merci pour ce partage. Sur cette question de déconnexion, nous, par exemple, on n'a pas forcément formalisé une charte typée déconnexion, mais c'est quelque chose qui est présent dans le cadre déjà de l'organisation pour les personnels en forfait jour. Et qui est également rappelé dans l'accord de télétravail. Après, comme on le disait aussi, avec des possibilités techniques, c'est-à-dire qu'on coupe les serveurs. Voilà, ça peut être aussi un moyen en tout cas, d'assurer un minimum de déconnexion. Peut-être pour compléter juste un mot là-dessus, je pense que là-dessus, c'est vraiment le type de sujet où il faut embarquer au plus haut niveau. Parce qu'en fait, plus on monte dans le management, plus on est sur des populations qui, elles,
parfois travaillent en horaire atypique. Enfin, c'est démontré hein, dès qu'on est dans des niveaux de cadre, de direction. Et c'est parfois elles y trouvent leur compte aussi dans cette flexibilité-là. Donc, c'est les sensibiliser sur le fait, en fait, que quand on reçoit un email de son directeur à 23h17, même si on le voit que le lendemain, et même si on passe les messages par ailleurs que c'est pas pour tout de suite, et en fait ça envoie quand même quelque chose de pressurisant. Et moi je peux en parler parce que voilà, à ma toute petite échelle, j'ai aussi des collaboratrices et je suis aussi dirigeante et je me force à préparer mes brouillons, à programmer mes emails parce que c'est sûr que naturellement quand on est dirigeant, qu'on a un poste à haut niveau, oui, on s'y remet. Et voilà, je crois que c'est pour ça que parfois le côté contraignant des outils, bon, je ne sais pas si c'est la réponse, mais par contre, oui, je pense que sur ces sujets-là, c'est au plus haut niveau aussi qu'il faut, parce que on crée une culture en fait, et par le bas, on ne peut pas dire aux gens de se responsabiliser si tous les messages qui sont envoyés du haut vont dans l'autre sens. Après, il y a eu plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant le télétravail, il est clair qu'il y a eu de la surinvestigation. Enfin, il y a eu beaucoup de reporting aussi à faire par rapport au Covid. La population RH, dont je fais partie, a été fortement sollicitée par rapport à ça. Donc, il est clair qu'il y a eu un surengagement, c'est vrai. Mais moi, je note quand même que depuis que la période Covid, on va dire, est plutôt derrière nous que devant nous, on va dire ça comme ça, les gens ont quand même repensé d'une façon globale leur cadre de vie. Et même si effectivement il y a quand même quelques personnes qui peuvent envoyer des mails ici et là à 22h12 ou que sais-je, dans l'ensemble les gens ont quand même repensé leur cadre de vie. Et d'ailleurs beaucoup ont déménagé. Moi j'ai eu beaucoup de déménagements d'ailleurs sur cette période pour avoir un cadre de vie plus agréable et quelque part un peu naturellement les gens d'une façon globale coupent, on va dire, elle est passée 19h globalement, il n'y a plus grand chose qui se passe, quoi. Donc ça s'est fait un peu naturellement, mais on n'a pas de charte pour autant par rapport à ça. Oui, Patricia pointe les limites de la charte aussi, notamment sur la charte équilibre vie pro, vie perso, les comportements ne bougent pas vraiment pour autant. Oui, juste l'exemplarité, je pense que c'est important. Camille le disait beaucoup. Je pense que l'exemplarité au quotidien, la charte, c'est très bien. Maintenant, il faut qu'elle soit incarnée par des actes du quotidien, sinon ça va rester lettre morte. Et en ce sens, juste une petite anecdote, on avait interviewé, nous, un cadre responsable d'équipe qui, justement, voulait agir pour l'équilibre vie pro, vie perso de son équipe, avait prévenu tout le monde en disant, moi, je retravaille le soir, aucune obligation de votre part de répondre à mes mails, etc. Et en fait, il s'est rendu compte très vite que s'il envoyait un mail à 22h, à 22h30, il avait 1, 2, 3 réponses. Et puis avant minuit, il y avait les 3/4 de l'équipe qui avaient répondu, forcément. Et du coup, il s'est rendu compte que la seule manière d'éviter ça, c'était de programmer ses mails. Et ça paraît tout bête, mais c'était faire ce que je dis. Et voilà, exactement. Sinon, on a beau être dans la meilleure intention du monde de dire aux gens, ne vous inquiétez pas, ne répondez pas. On y pense, même ceux qui pourraient répondre vont se dire, oh là là, demain à 8h, il faut que je gère ça absolument tout de suite. Et du coup, ça, voilà, en termes de charge mentale et de poids. Donc voilà, je pense que l'exemplarité, chacun à sa petite, à son échelle, peut faire quelque chose. Merci beaucoup, Fabienne. Et c'est vrai que je vous soutiens dans la programmation des mails. C'est vraiment une petite trouvaille technique qui change beaucoup de choses dans le quotidien. Dominique nous pose cette question. Avec la pandémie, beaucoup de nos salariés ont été touchés dans leur santé mentale. Allez-vous mettre en place des solutions? Un salarié épanoui contribue à la réussite de l'entreprise, de son attractivité et à la rétention des talents. Là, c'est vrai qu'on est un peu sur une autre... sur une problématique encore plus en hauteur sur la santé mentale qu'on a abordé déjà l'année dernière sur tout un webinaire justement consacré à la santé, à l'accompagnement social aussi. C'est vrai que c'est un sujet. Peut-être que vous voulez répondre rapidement les unes et les autres. Alors, me concernant, chez nous, on a effectivement un organisme extérieur qui est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et pour lequel on communique beaucoup à l'interne, que les collaborateurs peuvent appeler pour toute question. Effectivement, ça peut être effectivement des sujets très personnels, aussi des sujets d'ordre financier, la solitude. Enfin voilà, ils peuvent vraiment appeler pour toutes les questions. C'est absolument confidentiel, c'est gratuit pour le collaborateur, et ça a été mis en place déjà avant le Covid en fait. Donc c'est sûr que ça a pu aider. Maintenant, cet outil n'est pas magique parce qu'effectivement, on a beau communiquer que c'est confidentiel, les salariés ont une peur bleue, mais vraiment bleue, que ça se sache, alors qu'on n'arrête pas de dire que c'est confidentiel, que vraiment on n'a accès à rien du tout, mais certains restent encore sur la réserve. Donc après, notre limite, elle est là.
Évidemment, si moi je repère quelqu'un qui a l'air moins bien, etc., je vais forcément poser la question au manager, mais sans être trop intrusive. Après, notre limite d'entreprise, elle est là. On ne peut pas forcer quelqu'un à nous dire quelque chose s'il n'en ressent pas le besoin. Par contre, c'est sûr que si à un moment donné il s'absente, il s'absente. Et là, on peut être embêté selon le département et selon la fonction. Ouais. Mais d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, on a une conférence sur la vulnérabilité, en tout cas sur la vulnérabilité des managers qui aura lieu jeudi à midi et demi. On va beaucoup en parler justement de ces phénomènes de santé mentale, notamment de burn-out, etc. Ce qui peut être juste intéressant, en effet, c'est la crise a vraiment, je trouve, mis la lumière sur la santé mentale. Avant, on parlait de qualité de vie au travail. Aujourd'hui, on parle énormément de santé mentale. C'est un terme qui est beaucoup plus utilisé. Donc, il y a un tabou qui est, je trouve, qui a sauté pendant la crise. Et ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai peur dans différentes entreprises, il y a des formations, bien évidemment, aux risques sociaux, repérer les vulnérabilités. Il y a des réseaux de bienveilleurs, par exemple, qui se mettent en place et la responsabilité ne repose pas que sur les RH au quotidien. Et ce qui peut être aussi intéressant, c'est que, c'est ce qu'elle a dit, les lignes d'écoute, elles ont fait un boom pendant le confinement, pendant les confinements, mais maintenant, il faut voir est-ce qu'elles sont vraiment utilisées. Et après, il y a tout un tas, je dirais, de possibilités pour essayer d'agir au maximum en prévention. Il existe des applis, enfin voilà, je pense qu'il faut voir qu'est-ce qui est le plus adapté à la population de votre entreprise. Et qu'est-ce que vos salariés vont s'approprier. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir une ligne d'écoute ou des formations, mais c'est qu'est-ce qui va répondre vraiment aux besoins, aux attentes. Et en tout cas, je trouve que c'est vraiment aujourd'hui une responsabilité encore plus forte de l'entreprise. On parlait beaucoup des troubles musculo-squelettiques, par exemple, ou de la santé physique, et de la santé mentale aujourd'hui est de plus en plus importante comme sujet. C'est sûr. Merci Fabienne. Et justement, en fait, on parle de santé mentale, on parle aussi du fait de vivre dans ce royaume de l'incertitude qui est désormais notre monde. On a vu en fait que ces changements de protocole ont permis d'expérimenter cet art d'accueillir l'inattendu, l'incertitude. Qu'est-ce que vous en pensez les unes et les autres sur ce voyage au pays de l'incertitude ? C'est vrai qu'il a fallu faire preuve d'agilité, hein, c'est le mot à la mode. Et je confirme, il a fallu faire preuve d'agilité. Après, on a fait face au fur et à mesure, effectivement, des différents protocoles. C'était pas forcément évident. En plus, me concernant, étant donné que je suis dans une succursale en Suisse, il a fallu s'occuper de la population vivant en Suisse, mais également de la population frontalière. Donc, c'est encore des dispositions différentes. Donc, il est clair que ça n'a pas été facile chaque jour, mais l'avantage de ça, c'est quand même on a bien tenu bon, et puis ça a permis un petit peu de remettre en question certaines méthodes au sein de l'entreprise. De la même façon en termes d'organisation, des prises de décision plus rapides. Donc ça a eu un bon côté, mais il est clair que sur le moment, on ne l'a pas forcément vu tout de suite. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à l'incertitude ? Je dirais déjà qu'en RH, l'incertitude, ça fait aussi un peu partie du métier, hein, un peu partie du quotidien. Donc, non, là, c'est vrai que ces 2 dernières années, le plus compliqué, en fait, ça a été, c'était pas tellement de s'adapter, c'était de comprendre pourquoi on devait s'adapter et essayer de faire passer le message et d'expliquer aussi des choses qui, à titre individuel, pouvaient nous sembler complètement fou en fait. Et c'est comment on embarque tout le monde là-dedans en essayant de remettre un petit peu de bon sens et en essayant d'être le moins alarmiste possible. Voilà. C'est des petites doses de tout ça. Et c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Peut-être pour rebondir sur ce côté-là, parce que je pense que c'est important de faire un petit lien avec l'actualité aussi et de se dire que malheureusement, on n'en a pas fini d'accueillir l'inattendu et que peut-être le positif qui était sorti, en tout cas au tout début, je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours le cas, c'était aussi beaucoup de solidarité au sein des entreprises et entre les collègues. Il y avait eu vraiment des belles initiatives. Voilà, je ne sais plus qui mentionnait les réseaux de bienveillance. Enfin, en tout cas, on avait vu, hein, Marilène, dans pas mal d'entreprises, hein, des initiatives comme ça qui sont nées pour faire naître des échanges et qui étaient un peu en dehors finalement du travail quotidien. Donc, et voilà, je pense que c'est aussi peut-être là-dessus qu'il faut essayer de continuer à construire voilà, la solidarité comme rempart et le lien social.
dans l'entreprise et ailleurs d'ailleurs quand on se rempart face à l'inattendu. C'est sûr. Merci beaucoup, Camille. Si vous le voulez bien, on peut passer à une petite partie futuroscope. Voilà. Donc, si vous voulez vous improviser, prospectiviste, voilà, soyez les bienvenus. Est-ce que vous pressentez quelque chose pour le futur? Voilà. Et c'est une question que je vous adresse à la fois à vous toutes, mais aussi sur le chat. Si vous avez un peu des signaux à nous faire partager, n'hésitez pas. Ah, là, on est vraiment... Pas évident aussi. C'est pas évident, ouais, c'est sûr. L'incertitude, justement, c'est tellement l'incertitude que qui l'eût cru, sincèrement, qui l'eût cru que le Covid nous arrêterait quasiment pendant 2 ans. Enfin, quand je dis nous arrêterait, c'est nous contraindrait, on va dire ça comme ça, pendant 2 ans. Qui l'eût cru? Je pense que vraiment la notion qui a, à mon avis, le plus ébranlé les gens d'une façon globale, c'est quelque part la notion un petit peu de mortalité. Parce qu'il est clair qu'on est quand c'est arrivé, c'était 2020, maintenant on est en 2022, on se dit que, quelque part, à part l'âge ou une maladie très, très grave, c'est pas un virus, entre guillemets, qui va nous rendre mortels. Et je pense que ça a été vraiment, à mon avis, un choc pour plus d'une personne, parce que, on s'est dit, mince, finalement, c'est pas si loin que ça. Donc ça, à mon avis, ça fragilisait pas mal de monde. Et si on revient un peu sur la pyramide de Maslow, c'est d'ailleurs pour ça que tous les rayons étaient vides, en pâte, etc. C'est qu'on revient aux fondamentaux, en fait. On revient aux fondamentaux. Et là, le besoin de sécurité était plus forcément assuré. Donc l'incertitude fait que voir le futur, c'est pas évident. C'est sûr. Ouais, non, c'est pas évident. J'ai une réaction de Sébastien qui nous dit « L'essor du télétravail me semble l'occasion rêvée de mettre sur la table la question de la confiance en majuscule entre manager et managé. Beaucoup de PME sont encore réticentes à la mettre en œuvre. Comment les convaincre sur cette question de la confiance? De nouvelles pratiques de management plus responsables sont à inventer. » Très intéressant, justement. Oui, la confiance, quand on parle de management à distance ou de télétravail, la confiance est clé. Sinon, on recrée le présentéisme et le contrôle qu'on avait au bureau. On est très fort pour réussir à le recréer à distance, donc ça n'a pas d'intérêt. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est alors la plus belle pour moi, pour vous convaincre, c'est par l'exemple, mais on l'a fait pendant les confinements, de montrer que le travail était fait, que les gens travaillaient vraiment et n'étaient pas en congé quand ils étaient en télétravail. Et oui, il faut vraiment former les managers. Je pense que c'est une des clés pour le quotidien, c'est que certains ont peut-être peur tout simplement de pas réussir à bien manager, à gérer leur équipe correctement. Donc c'est vraiment former et pour moi, en tout cas par rapport à cette idée de futur, c'est vraiment que ça va s'inscrire de manière durable. Quand on regarde le baromètre que c'était Camille en ouverture, c'est pas quelque chose qui va s'arrêter demain et c'est une aspiration très très forte des salariés. La question c'est comment bien l'organiser, mais en tout cas c'est clair que c'est avec nous cette organisation hybride pour assez longtemps, je pense. En tout cas, après, il ne faudrait pas non plus retomber dans le côté le Covid est terminé, alors on revient tous au bureau. Il y a quand même malheureusement une tendance de certaines entreprises à se dire maintenant vous êtes gentils, mais enfin vous revenez au bureau. Donc à mon sens, je pense qu'il faut aussi repenser la notion de travail. On pense à la notion de travail en termes d'heures, mais pour moi, on devrait penser en termes de tâches accomplies et d'objectifs accomplis. Je pense qu'à un moment donné, tant que le travail est fait dans un délai défini avec un respect de budget, s'il y a un budget, etc., c'est ce qui compte. Après, il est clair que ça, c'est une vision très avant-gardiste et les entreprises sont peut-être pas encore prêtes, mais je pense qu'on devrait tendre gentiment vers ça. Tout à fait. Peut-être pour rebondir sur la notion de confiance, parce que parfois, ça me paraît un peu dit sous l'angle de l'incantation. La confiance, c'est aussi des choses qui se nourrissent dans le temps et ont besoin de temps. Et du coup, moi, quelque chose je vous recommande d'ailleurs pour ceux qui écoutent un podcast sur le management qui s'appelle Chef, qui est très bien. Et le dernier, c'était sur la notion de générosité justement dans le management. Et du coup, j'aurais envie de dire que la confiance n'exclut pas la présence et qu'en fait, confiance ou autonomie, c'est pas lâcher dans la nature. Et qu'au contraire, il y a, je pense encore plus, vraiment un besoin d'être là pour ces équipes, juste d'être là, de les écouter, de les accompagner, de répondre à leurs questions, d'être présent. Et ça, c'est vraiment aussi un point dur parce que les managers, souvent, eux-mêmes, en fait, ont très peu de temps, eux-mêmes sont sous pression, eux-mêmes ont beaucoup de charge mentale et beaucoup de poids sur leurs épaules. Et donc, voilà, comment être présent pour ces équipes, être là, être généreux et les accompagner. Voilà, ça me paraît peut-être
aussi une réponse plus concrète, donner du temps pour aussi donner la chance à cette confiance de se construire, parce qu'elle ne vient pas de nulle part, quoi. Tout à fait. Merci beaucoup, Camille. Bah, écoutez, en tout cas, c'était un super premier épisode passé en votre compagnie. Il nous reste quelques minutes s'il y a encore quelques questions qui peuvent émerger. Je vois que Stéphane rebondit sur le fait que qu'il y a un gisement qui représente le savoir des pairs, leur expérience. Voilà comment prendre en compte cette dimension. Oui, tout à fait. L'intelligence collective. Mais c'est vrai que même sur des aspects très techniques, moi j'entends beaucoup des clients dire que parfois le niveau a baissé depuis 2 ans sur des points, des technicités, des compétences, justement du fait de le fait de moins côtoyer ses pairs. Donc, ouais, c'est vrai, c'est un vrai point. Et il paraît que cette intelligence émotionnelle, ce sera la compétence de demain qui sera vraiment attendue. Donc, autant la travailler dès maintenant. Ah, exactement. C'est une très belle conclusion, Jessica, pour notre conférence sur l'intelligence émotionnelle. Bon, en tout cas, merci en tout cas à toutes pour ce moment de réflexion, ce moment de prise de hauteur. C'était vraiment très agréable et très fluide. On a eu pas mal de partage d'outils justement sur le chat. Moi, je ne peux que vous inviter à nos prochaines conférences. Je vous envoie le programme tout de suite sur le chat. Demain, on va parler de l'entreprise et du genre de l'entreprise. Donc là, on va faire un petit pas de côté. Jeudi, vous me retrouvez pour SOS Manager en détresse. On a aussi notre conférence sur l'amour et le travail, s'aimer comme on travaille. Donc ça, c'est mercredi. Ah, ça c'est beau. Ah bah oui, là vraiment, je pense que ça va nous faire du bien. J'espère qu'il y aura des anecdotes oui, en couleur. Voilà, on va essayer de la rendre la plus ludique possible. Et puis ensuite, vendredi, on a des thématiques plus classiques et notamment sur le politique, sur les entreprises et le politique. Donc, je vous ai envoyé le programme. Je vous remercie à toutes. Merci à tous les participants. Et puis, je vous donne rendez-vous à partir de demain. Voilà. Très bonne journée à vous tous. Merci à vous. À bientôt.